RTL Matin avec Jérôme Florin. Et ce matin, votre invité, Jérôme, est Richard Ferrand, député socialiste du Finistère et secrétaire général du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. On parle à nouveau ce matin de la rémunération du patron de Renault, Carlos Ghosn. En plus de ses émoluments, 16 millions d'euros annuels, il pourrait empocher 6 millions en revendant ses stocks options. Est-ce que vous trouvez ça normal ou est-ce que ça vous choque ? Il va de soi que c'est toujours moralement choquant de constater que l'on peut gagner comme ça sur une manœuvre liée au capital, au fond beaucoup plus que beaucoup de Français gagnent dans une vie entière. Donc c'est toujours le système un peu paradoxal de ces choses qui sont manifestement légales et qui sont en même temps choquantes. Et il est PDG de Renault, de Nissan, Carlos Ghosn, et depuis quelques jours, il est au conseil d'administration de Mitsubishi. Est-ce qu'il faut mettre des limites à ces empires industriels ? Vous voulez dire à l'influence qu'un seul individu peut avoir dans différents conseils d'administration, si je comprends ce que vous dites. Oui. Ben vous savez, on est toujours confronté à un certain sentiment d'amertume, car on ne peut pas à la fois interdire au fond des conseils d'administration de se doter de telle ou telle compétence, en l'occurrence celle de Monsieur Ghosn, et en même temps ne peut être que choqué en effet par le cumul. Vous savez, on parle souvent du cumul du mandat des élus. Là, on est quand même dans des notions de cumul de rémunération qui choquent, qui dépassent un peu l'entendement. D'ailleurs, notez que Emmanuel Macron avait eu l'occasion plusieurs fois de dire que sur ces sujets, il fallait faire preuve de tempérance et que les choses devaient être rendues plus transparentes, notamment par des décisions formelles d'assemblée générale des actionnaires et pas seulement des conseils d'administration où on est dans un entre-soi où on s'arrange finalement. L'économie, c'est aussi ce 3e mois consécutif de baisse du chômage. Pour Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement qui était hier soir sur RTL, la politique de François Hollande commence à payer. La gauche, si critique, devrait réfléchir à ce qui a été fait, disait-il hier soir. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir, monsieur Ferrand ? J'essaye de réfléchir plusieurs fois par jour même. Oui. Mais une chose est certaine, c'est que ce qui a été fait, et moi je fais partie de la majorité qui a soutenu François Hollande, vous le rappelez, les gouvernements de Jean-Marc Important Ayrault, de le rappeler, parce que la gauche est... Et de Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls. Donc on constate qu'en effet, ce qui a pu être fait porte ses fruits, mais vous savez bien que la difficulté, ça a été que le bon diagnostic n'avait pas été d'emblée posé sur les mesures à prendre et qu'ensuite la pédagogie d'un certain nombre de réformes a été mal faite. Mais il n'en reste pas moins que chaque nouvelle qui prouve que le chômage recule est une bonne nouvelle en soi. Et l'ensemble des efforts qui ont été faits commencent à porter leurs fruits. Même si je précise que ces chiffres sont un peu en trompe-l'œil, puisqu'ils ne prennent en compte que les chômeurs de catégorie A. Donc oui, mais enfin, vous savez, on ne peut pas dire quand les chiffres des chômeurs de catégorie A sont mauvais, dire que le chômage s'aggrave, et dire quand ils sont bons que ça recule. Bon, et je crois qu'il ne faut pas ergoter toute nouvelle qui, sur le front du chômage, donne un signal positif, est bonne à prendre. Et vous savez, moi, je n'entre pas dans ces politiques aéries. J'ai entendu les commentaires d'un certain nombre qui, au fond, veulent renier certains résultats obtenus par le gouvernement. Ça ne sert à rien. Ce qui est bon pour notre économie, ce qui est bon pour le chômage, n'appelle pas de critique particulière, au contraire. En tout cas, François Hollande n'est pas candidat, mais vous avez choisi le vôtre, c'est Emmanuel Macron. Combien de militants aujourd'hui au sein de votre mouvement En Marche ? Près de 127 000. 127 000. Bon, on rappelle qu'il suffit juste d'un clic, c'est pas une adhésion, il n'y a pas de cotisation à verser. Non, attendez, je sais bien que l'on veut minimiser, banaliser. C'est pas minimiser, c'est juste préciser que c'est pas une adhésion classique à un parti. Non, monsieur Florin, ce n'est pas un clic. Il faut d'abord aller en effet sur le site d'En Marche, et j'invite celles et ceux qui nous écoutent qui n'ont pas encore fait à s'y rendre. Il faut ensuite approuver la charte des valeurs du mouvement. Oui. Il faut ensuite confirmer son adhésion, donner l'ensemble de ses coordonnées et dire que l'on est prêt à adhérer à ce mouvement et à s'y engager. Donc je ne vois pas bien en quoi ce serait aussi banal que simplement un clic. C'est un engagement personnel que l'on prend comme quand on adhère à telle ou telle association ou tel mouvement. Donc 127 000 adhérents et combien d'élus ? Combien d'élus ? Bien écoutez, plusieurs centaines d'élus locaux, une quarantaine de parlementaires qui nous soutiennent. Il n'en faut pas un peu plus pour obtenir les 500 signatures ? Écoutez, sur cette question, nous sommes vigilants, mobilisés, mais pas inquiets. Vous avez une idée déjà de ce que vous avez pu récolter ? Sinon, il n'y aura pas de candidature d'Emmanuel Macron. Non, mais les 500 signatures. Je comprends que vous soyez inquiet, mais alors où nous parlons, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, il y a près de 400 signatures qui ont été réunies, et il nous reste du temps pour continuer et arriver à 500. Une quarantaine de parlementaires. Est-ce que vous avez d'autres personnes de droite comme Renaud Dutreil qui se sont ralliés à vous ? Il a lancé la droite avec Macron. Il y a du monde à droite derrière Emmanuel Macron ?
Bien écoutez, il y a également des élus du centre comme Sylvie Goulard du Modem, comme Jean Arthuis de l'UDI. Il y a un certain nombre de personnalités, de maires. Ça fait pas beaucoup ? Comment ? Ça fait pas beaucoup. Écoutez, vous savez, c'est la qualité qui compte. Je ne vois pas pourquoi on nous ferait... Vous savez, j'ai remarqué qu'à la primaire de la droite, le président Sarkozy avait avec lui quasiment tous les élus, les parlementaires, etc. Vous avez vu le résultat. François Fillon en avait beaucoup aussi. Ce qui compte, c'est la pertinence de l'offre politique que l'on fait, la dynamique que l'on crée. Et précisément, quand on veut renouveler l'offre politique et renouveler les équipes politiques, il est assez normal que les équipes anciennes ne se bousculent pas au portillon. François Bayrou hésite toujours à se présenter. Ce serait une menace pour vous ? Non, vous savez, nous, chaque fois, on nous pose la question qui serait le meilleur candidat de droite pour vous, le meilleur candidat de gauche Non, nous travaillons sur notre offre politique, nous la développons, nous constatons un intérêt croissant dans la population pour ce que nous proposons. Notre nombre d'adhérents augmente. Donc, M. Bayrou fera ce qu'il le souhaite. Mais j'ai lu dans la presse ce matin qu'il était plus dans une démarche de maquignonnage ou de discussion de Maquignon avec M. Fillon. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Vous savez, la mais presse. Enfin, oui, il faut pas toujours croire. Voilà, évidemment. Pour les défenseurs de la primaire de la gauche, Emmanuel Macron, qui se présente, je le rappelle, en dehors de la primaire de la gauche, fait le jeu de la droite et de l'extrême droite. C'est ce que dit votre collègue socialiste Karine Berger. Les candidatures additionnées du vainqueur de la primaire et de Macron aboutiront mathématiquement, dit-elle, à un second tour Fillon-Le Pen. Eh bien, écoutez, que le candidat issu de la primaire de la gauche soutienne Emmanuel Macron et le problème sera résolu. Vous ne craignez pas un nouveau 21 avril, c'est-à-dire une gauche éliminée dès le premier tour à cause de... Pourquoi faudrait-il imputer à quelqu'un qui a une démarche originale, de rassemblement, qui a une offre politique nouvelle, au fond, le risque de défaite de celles et ceux qui, à ce stade en tout cas, n'ont pas d'offre politique nouvelle. Donc, une fois encore, le rassemblement des progressistes, il se fait autour d'Emmanuel Macron, avec des personnes qui viennent de la gauche, bien sûr, du centre, mais aussi de la droite. Par conséquent, toutes celles et tous ceux qui veulent la victoire du camp des progressistes et qui veulent finalement la victoire de notre pays, eh bien, doivent rejoindre ce mouvement-là. Et il ne faut pas toujours... C'est l'arrogance des grandes structures, au fond. Dès que vous risquez de les mettre en danger, ils considèrent que vous mettez en danger la démocratie et le reste. Non, pas du tout. Si véritablement Karine Berger souhaite la victoire d'un candidat progressiste, eh bien qu'elle rejoigne Emmanuel Macron et le soutienne. Est-ce que Manuel Valls fait partie des arrogants dont vous parlez ? Non, Manuel Valls conduit une campagne avec d'autres. C'est la farce tranquille, il n'a pas la queue d'une idée, disiez-vous la semaine dernière dans Paris Match. Ah non, ça je ne l'ai jamais dit cela. Vous n'avez pas dit ça ? Non. Ce sont des propos qui sont rapportés, vous auriez tenu, vous n'avez pas dit c'est la farce tranquille, il n'a pas la queue d'une idée. Je n'ai pas vu ça nulle part et je n'ai jamais tenu ce type de propos, non. Est-ce qu'il doit se séparer, Manuel Valls, de son porte-parole Philippe Doucet ? L'ancien maire d'Argenteuil est visé par une enquête portant sur des soupçons d'emploi fictif et d'irrégularité en matière de passation de marchés publics. Écoutez, nous travaillons pour un projet. Nous ne passons pas notre temps à dire du mal des autres ou à pointer leurs paradoxes. Ce qui nous importe, c'est de dire aux Françaises et aux Français qu'il y a un projet de progrès qui est sur la table pour les prochaines élections. Mais ma question, c'est sur le porte-parole de Manuel Valls. Comment les porte-paroles des uns et des autres doivent rester en place ou pas, c'est leur affaire. Les primaires ne nous concernent pas puisque nous n'y candidatons pas. Et par conséquent, nous n'allons pas passer notre temps à viser les autres, mais nous visons l'objectif de redresser notre pays. Richard Ferrand, vous vous souvenez de ce moment ? Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Emmanuel Macron, le 10 décembre dernier, en meeting à Paris, ça vous fait un peu sourire ? Bah oui, beaucoup de passion. Parce que c'était prévu ou il a déraillé ? Ni l'un ni l'autre, ce n'était pas prévu, pas parce qu'il n'a déraillé. Simplement, si vous voulez, d'ailleurs, j'ai souvenir que vos collègues de la presse qui étaient présents n'ont nullement été choqués. Ce qui se passe, c'est que à la fin, il y a eu cet appel, j'ai envie de dire, à l'engagement de chacun, qui, dans le contexte et face à 15 000 personnes, n'était absolument pas surprenant. Après, c'est vrai que lorsqu'on le revoit à la télévision, uniquement cet extrait, et qu'on ne perçoit pas le contexte, ou qu'on en attend ça à la radio, cela paraît un peu singulier. Et puis, il y a eu beaucoup de caricatures assez marrantes. Eh bien, écoutez, vous savez, quand on s'exprime, quand on triche pas, quand on met ses tripes, quand on donne toute son énergie, ça peut donner des choses comme ça. Mais je trouve que c'est plutôt à l'honneur d'Emmanuel Macron que de donner tout ce qu'il a, plutôt que d'être dans la retenue ou la mesure. Richard Ferrand qui apprécie les tripes d'Emmanuel Macron. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci, Monsieur Ferrand. Bonne journée.